La façon dont vous présentez le séminaire, sur la façon dont les chercheurs en sciences sociales, non juristes, entre guillemets, qui mobilisent le droit, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, notamment lorsqu'on travaille en tant qu'économiste, économiste des institutions, ce qui est un profil assez particulier et minoritaire, malheureusement, aujourd'hui. Donc, qui adopte une approche interdisciplinaire dans la tradition institutionnaliste américaine, par exemple, donc il croise économie, droit et histoire, notamment dans la façon dont les catégories juridiques propres à la régulation économique émergent. D'ailleurs, on en rend compte dans un ouvrage qu'on a coordonné avec deux sociologues, Jérôme Pellis, professeur de sociologie à Sciences Po, et un collègue plutôt qui fait des sciences politiques et qui je pas la mémoire des noms. Enfin, bon, bref, c'est un ouvrage collectif qu'on a coordonné autour de droit et régulation des activités économiques, et on rend compte de cette approche institutionnaliste en économie à propos des dispositifs juridiques, et la rencontre avec des sociologues du droit, dont la tradition à la fois française et américaine s'intéresse donc à la façon dont le droit est mobilisé par les acteurs. Il y a le mouvement legal consciousness, savoir comment les acteurs prennent conscience du droit, etc., etc. Alors, il me semble que moi je fais partie d'un courant propre à l'économie institutionnaliste qui s'appelle l'économie des conventions, qui a été fondée dans les années 80 et et notamment qui a beaucoup dialogué avec les juristes, notamment les juristes du droit du travail comme Antoine Lyon-Camp, Alain Suppiot, Evelyne Cervera, et qui s'intéressent donc la façon dont le droit, une réflexion sur la notion de règles, et plus généralement de règles de droit, et la façon dont les règles sont interprétées par les acteurs, d'où l'idée qu'il y a des conventions d'interprétation qui émergent donc au cours des interactions, au cours d'apprentissage collectif, pour stabiliser à un moment donné l'interprétation du droit, même si elle peut être controversée, s'il y a des querelles, alors des querelles de doctrine en droit. Donc voilà un peu pour mon histoire. Et donc la question qu'on se pose, et que, par exemple, avec les discussions que j'ai pu avoir avec Evelyne Cervera, c'était jusqu'à un non-juriste, jusqu'à quel point il doit rentrer dans le droit et les textes juridiques pour pas faire trop de contresens, et pour avoir une analyse assez fine donc, de ces dispositifs, pour comprendre les problèmes d'interprétation que ça peut poser, etc., etc. Alors, moi de mon côté, ça m'était un peu facilité, puisque moi j'ai un cursus d'économiste dans une petite fac de province, entre guillemets, Limoges, où la fac de sciences éco est née dans la faculté de droit, et au cours du début des années 80, nous avions un tiers des enseignements dans le DUG et même en licence consacrés au droit. Droit public et droit public. Donc j'ai fait du droit administratif, du droit constitutionnel, etc., etc. Et par la suite, j'ai toujours eu des sujets de recherche sur les questions de droit, puisque j'ai fait ma thèse d'économie sur la question de la réglementation du licenciement pour motif économique. Donc c'était, le sujet a émergé en 86, c'était au moment où le législateur est intervenu, il me semble, est-ce que c'était par voie d'ordonnance, je ne sais plus, en supprimant l'autorisation administrative pour le licenciement économique. Donc, et c'est là où tout a commencé pour moi, au-delà de l'enseignement que j'avais pu avoir sur ces questions-là. Mes premières enquêtes, et qui n'étaient pas d'ailleurs, je
dirais, évidente pour un économiste, parce que j'étais rentré, plutôt j'avais fait un mémoire de DEA avec François et Marc Duvernay, professeur d'économie ensuite à Nanterre, sur cette question, mais à partir d'approches statistiques, je m'intéressais en gros à la façon dont le dispositif licenciement pour motif économique était mobilisé, plus ou moins mobilisé, de façon conjoncturelle et structurelle, en essayant d'identifier les deux effets, par les entreprises et notamment par secteur économique. Donc j'étais rentré avec plutôt un modèle un peu, je dirais, plutôt macroéconomique d'ajustement de l'emploi à la production, avec des retards de productivité. Bon, je ne rentre pas dans ce genre de modèle, qui était très en vogue dans les années 70 et 80. Et j'étais au Centre d'études de l'emploi, qui est un centre de recherche qui était sous la double tutelle du ministère du Travail et du ministère de la Recherche. Et il s'est trouvé que j'étais en relation avec des sociologues du droit, notamment de Nicolas Daudier, qui est directeur d'études à l'École des hautes études, et qui travaillait sur l'intervention de l'inspection du travail, des inspecteurs du travail, dans le cadre des politiques de prévention des accidents et de contrôle par le corps des contrôleurs et des inspecteurs du travail, donc des dispositifs en matière de sécurité, d'hygiène et de sécurité, pour prévenir notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et il m'a dit à l'époque, donc je commençais ma thèse, c'était en 87 je crois, il me dit: Christian, il faut à tout prix que tu vois les inspecteurs du travail sur ton sujet, que tu les interroges, pour voir comment ils s'y prennent dans leur quotidien d'application du droit du travail, sinon de prévention des risques du travail. Et donc il m'a incité à interroger, au-delà de la compréhension des dispositifs, puisque bon, il y avait la définition du licenciement pour motif économique. Alors par ailleurs, j'ai fait toute l'historiographie de l'émergence de cette catégorie-là, d'abord de l'émergence de la catégorie licenciement, puis de la catégorie licenciement pour motif économique, en me penchant dans les archives qui venaient d'être ouvertes au début des années 80, des conventions collectives des années 20 et 30. Donc voilà, donc j'ai fait d'abord un premier travail, et ça c'est une tradition des conventions, c'est s'intéresser à l'émergence des catégories juridiques, à travers les textes, à travers les débats parlementaires qui peuvent occasionner, à travers ensuite les débats, les premières jurisprudences et la façon dont elles sont commentées par les juristes, avec les différentes doctrines en matière du droit du travail, la théorie par exemple du lien d'entreprise, je me souviens, la théorie, le fait de considérer l'entreprise comme institution, je sais que c'était Paul Durand, il me semble. Enfin bon, bref. Donc vous voyez, là, et bon, pour revenir aux inspecteurs du travail, j'avais une vision assez formelle du droit, pensant qu'il jouait son rôle de contrainte et que, bien que, évidemment, j'avais aussi l'idée qu'il pouvait être contourné, pas appliqué, etc. Mais je ne prenais pas la mesure de la façon, en fait, dont le droit était négocié, en tout cas, au sein des entreprises. D'abord, il fallait que les inspecteurs puissent rentrer dans les entreprises. Et donc, j'étais assez surpris sur la façon dont les inspecteurs du travail négociaient l'application du droit et comment, en fait, leur intervention était facilitée par toute une série de médiations, notamment la présence d'instances représentatives du personnel, sinon de syndicalistes, et comment ils pouvaient donc, en matière, non seulement dans tous les domaines, du droit du travail, marchander de cette façon, savoir fermer les yeux sur le fait que, bon, peut-être que, en termes de sécurité, il y a des choses qui sont un peu flottantes, mais je vais mettre le paquet sur la question, par exemple, du reclassement des salariés, je vais mettre le paquet sur le plan social. Je me suis rendu compte que le droit était négocié en situation et que ça dépendait de la qualité, en fait, au-delà des relations de pouvoir et de contraintes, de recours
aux forces de police peut-être parfois, que le droit il était négocié en situation et que donc mes premières interviews auprès d'inspecteurs du travail, et la première c'était Anne Hidalgo d'ailleurs, et elle était très très forte de ce point de vue-là, et elle m'a beaucoup aidé dans ma recherche parce que j'ai eu la chance de tomber sur des inspecteurs du travail qui avaient aussi une sensibilité recherche, et donc là ça m'a beaucoup facilité le travail. Et donc à l'époque je m'intéressais non seulement à la façon dont le licenciement était justifié, mais aussi sur la façon dont les salariés étaient sélectionnés dans les procédures de licenciement collectif. Et quels étaient, au-delà donc, des critères qui pouvaient être codifiés, alors ils sont codifiés légalement dans les conventions collectives ou dans des conventions d'entreprise, voir comment eh bien, il y avait des procédures aussi d'ajustement par rapport à ces critères. Quel rôle jouait l'inspecteur du travail, quel rôle jouaient les syndicats, les instances représentatives du personnel, en référence à des logiques d'action, puisqu'il y a des tensions en matière de licenciement collectif entre différentes façons d'évaluer les qualités des salariés. Donc souvent le licenciement est un moment où les mécanismes de marché sont renforcés, et donc on a plutôt tendance à licencier des salariés les moins performants, mais d'autres logiques pouvaient être en œuvre en termes de charge de famille, etc. Et il y avait un équilibre entre différents critères qui renvoyaient à différentes logiques d'action. Alors, logique d'action, c'est une façon de parler, c'est une façon de se faire comprendre, mais de façon plus analytique, en fait, j'ai utilisé à l'époque un modèle, qui est un modèle de la justification, qui est un modèle élaboré, qui a été élaboré au cours des années 80 par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui sont directeurs à la retraite à l'école des hautes études, et qu'ils se sont intéressés à la façon dont les acteurs pouvaient justifier leur action dans des arènes publiques en référence à différentes façons de fonder le bien commun. Et donc, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type d'approche, mais c'était une façon aussi de pouvoir identifier des logiques de justification qui peuvent être déjà en œuvre au moment où le droit peut être élaboré et codifié. Donc ça, c'était une façon aussi de rentrer dans les dispositifs juridiques au moment des débats dans différentes instances, que ce soit au Parlement, au Sénat ou ailleurs, dans des instances professionnelles. Donc on s'intéressait aux argumentations. La façon dont c'était une façon d'articuler l'égalité d'un côté et légitimité de l'autre. En fait, c'est des formes de légitimité qu'il faisait apparaître dans les différentes logiques de justification, donc dans lesquelles s'inscrivaient les acteurs. Alors, j'ai parlé d'une forme de justification marchande, les formes de justification domestique, industrielle, civique, enfin bon, bref, il faut connaître un peu le modèle. Et donc, au-delà des rapports de force, en fait, aussi, c'était à cette époque, évidemment, qui sont en œuvre dans les relations de travail, c'était néanmoins de voir comment les acteurs, les employeurs, pouvaient justifier l'ordre des licenciements économiques. Et pas forcément en référence aux critères formels du droit, mais à des choses qui peuvent être considérées comme des usages du droit, en fait, que le droit évidemment prend en considération. Donc l'idée à l'époque, c'était de travailler sur l'articulation entre l'égalité et légitimité. D'ailleurs, Laurent Thévenot
a écrit un article en 1992, il me semble, sur jugement de droit et jugement ordinaire dans la revue des Annales, Histoire, Sciences sociales, où on montre les similitudes entre différentes formes de jugement, mais aussi des différences. Au sens que le jugement de droit permet de trancher, même s'il peut être remis en cause par la suite, alors que les jugements dans des arènes publiques en référence à des formes de justification peuvent être remis en cause en permanence, bien qu'à un moment, par exemple, si on récompense un salarié, si on promeut, eh bien, il y a une certaine stabilité de sa nouvelle qualification. On peut le déclasser ou le déqualifier à un moment donné, mais bon, ce qui posait aussi la question des relations entre des formes d'usage, de règles qui peuvent être informelles, que Max Weber a parlé, a qualifié de convention d'ailleurs, et les règles de droit. Donc il y a eu tout un travail sur, évidemment, sur la façon dont les règles de droit peuvent être interprétées suivant les conventions d'interprétation qui vont puiser dans d'autres, je dirais, formats de justification ou d'autres formes de justice. Et dans ce travail, en fait, de stabilisation des règles juridiques, qui peuvent avoir un côté formel, et on sait que le droit peut être très formel, et les procès peuvent être tranchés uniquement sur des questions de procédure, mais l'idée c'était toujours de voir quels sont d'autres horizons de justice autres que le droit formel. Et dans ces horizons de justice, on a essayé de montrer le rôle de ce qu'on a qualifié, de ce que j'ai commencé à qualifier, mais en reprenant la notion d'intermédiaire, j'ai utilisé la notion d'intermédiaire du droit dans le cadre de la recherche de contrat de travail, à savoir notamment au départ la notion d'intermédiaire, d'ailleurs c'est comme ça aussi que j'avais qualifié les inspecteurs du travail, sinon les syndicalistes. La notion d'intermédiaire a été utilisée au départ justement pour voir comment certains acteurs pouvaient rapprocher en fait des mondes qui étaient différents, pouvaient articuler différentes logiques d'action, d'une part, et d'autre part permettaient au droit d'être instancié en situation, donc quelque chose qui a à voir avec l'idée de voir comment le droit est appliqué dans les situations, comment le droit est ajusté en fait au contexte professionnel, et notamment au type d'entreprise ou secteur d'activité. Donc il y avait cette activité de médiation portée par les intermédiaires du droit, au-delà du fait que ça c'était, je dirais, la première couche au niveau des intermédiaires du droit. La seconde couche, elle est venue, elle était déjà présente, mais beaucoup moins explicitée, avec un rapprochement qu'on a fait avec certains sociologues du droit américains, notamment les sociologues. Donc il y a des textes dans l'ouvrage collectif avec Jérôme Pellis et Gatouche. Voilà. Donc, avec notamment un sociologue américain qui s'appelle Loren Edelman, qui à partir notamment des lois sur les questions de discrimination, plutôt des lois qui énoncent des principes très généraux, la façon en fait dont les avocats, justement considérés comme des intermédiaires du droit, participent à l'élaboration de modèles de conformité des pratiques par rapport à ce qui peut être interprété de ces principes. Donc l'idée que les intermédiaires du droit formalisent donc des modèles de conformité qui permet donc, notamment du côté des employeurs, de minimiser les risques de litige. C'est comme ça que
les sociologues du droit. Et donc ces modèles de conformité pouvant évidemment varier suivant les entreprises ou les secteurs d'activité. Donc c'était une façon un peu de compléter l'idée que les intermédiaires du droit permettent d'articuler donc toute la généralité des énoncés juridiques. Et le droit contient toujours, enfin, est toujours lié à une forme de généralité qui lui permet d'être appliquée dans toutes les situations. Donc, articuler la généralité des énoncés juridiques aux dispositifs de coordination mis en œuvre par les acteurs dans leur monde, dans leur configuration productive. Et donc, voilà, donc c'est ce travail de médiation sur lequel j'ai pu évoquer là. Et donc, évidemment, à l'époque, je me suis intéressé aux avocats de droit du travail qui rédigeaient les contrats de travail. Et la façon notamment dont ils ont interprété la jurisprudence autour de la modification du contrat de travail dans les années 80, et la façon dont certaines clauses ont commencé à s'ajuster à la jurisprudence. Et évidemment, ensuite, puisque les avocats, on sait bien, sont médiateurs, hein, en tant qu'intermédiaires du droit, mais ils sont aussi stratèges, à savoir qu'ils, aussi bien du côté des employeurs que du côté des salariés, ils ont un usage stratégique du droit, et notamment dans le droit du travail. Le contrat de travail, c'était l'usage des clauses de flexibilité, par exemple des clauses de mobilité géographique. Et donc, avec un corpus de contrats de travail qui a été construit pour être représentatif des années 70, 80, 90 et début des années 2000, j'ai pu voir la façon dont les clauses ont été ajustées à la nouvelle jurisprudence et comment certaines clauses ont poussé encore plus loin, donc avec un usage très stratégique du droit, dont j'ai pu démontrer avec des méthodes statistiques et économétriques que l'usage de ces clauses de flexibilité, dont on sait que, par exemple, si un salarié a une clause de flexibilité de mobilité géographique dans son contrat de travail et s'il n'est pas d'accord pour bouger, eh bien, c'est un licenciement qui est considéré un licenciement pour faute grave, et donc il perd ses indemnités de licenciement et les délais de préavis, etc., etc. Et donc j'ai pu montrer que l'usage de ces clauses, toutes choses égales par ailleurs, était lié à la faiblesse du pouvoir de négociation des salariés, notamment dans les familles d'emploi, un secteur d'activité où les taux de chômage sont les plus importants, et aussi faiblesse du pouvoir de négociation au niveau collectif dans les entreprises où il y avait peu d'instances représentatives du personnel et pas de syndicats. Donc voilà, donc, tout le travail qu'on peut faire de façon un peu qualitative en économie et pour des raisons de publication, à un moment on durcit un peu les catégories et on essaie d'inférer des causalités par des techniques économétriques pour en tout cas montrer que le recours à ces clauses sont liées à des relations de pouvoir de négociation.